Bonjour tout le monde, vous avez fait une vidéo qui vous parlait de quelque chose que j'avais trouvé intéressant en écoutant Franck Lobvet. Et en fait, j'ai estimé que c'était pas très très bien expliqué, donc je me suis dit, bah, je vais carrément vous passer l'extrait. Ce sera beaucoup plus constructif et ce sera pas déformé. Voilà, donc très intéressant concernant euh, bah, la manière de vivre, une forme d'art de vivre quelque part. La manière de recevoir le monde, de vivre cette vie et voilà comment je réceptionne ce qui m'arrive dans ma vie et qu'est-ce qui peut changer si je change ma manière de réceptionner ce qu'il y a dans ma vie. C'est parti, bonne écoute. Je me suis toujours senti coupé en deux par la mort de mon père. Je me suis toujours senti, je ne pouvais pas sortir du jeu. Donc j'ai compris en fait que élever l'état vibratoire ne changeait pas la donne quant à la douleur. C'est-à-dire que mon écheveau vibratoire continuait de vibrer ce que je suis. J'avais beau augmenter ma totalité vibratoire, je me retrouvais toujours face à la possibilité de la mort et du désastre. Okay. Donc j'ai capté que il conviendrait plus pour moi de cesser en fait de tenter de m'extirper de la douleur, mais de commencer de jouer à danser avec moi-même, en apprenant à me connaître dans cette danse avec la vie. Du coup, je produis les choses autrement. Je regarde le monde, je sais que c'est moi. Je me marre de me reconnaître, agir comme j'agis. Je me marre de me voir être menteur et pas menteur, de me voir tricheur et intègre, de me voir pervers et correct, et ainsi de suite. Et je me marre de me regarder être humain. Et je vois, en regardant ma vie, quelque chose que je ne peux pas voir autrement qu'en regardant ma vie. Je vois, en fait, comment je saute de dimension en dimension. Je ne peux pas le savoir, je peux que le vivre. Je regarde la vie et je vois que j'ai changé de dimension. Et comment je sais ça? Parce qu'avant, quand je vivais ça, j'étais en colère. Avant, quand je vivais ça, j'étais malheureux. Avant, je vivais ça de façon récurrente. Avant, je vivais les relations toujours comme ceci. Avant, j'avais du mal avec ceci et avec cela. Donc si tu veux, je ne cherche plus à modifier dehors, je cherche à reconnaître que ce qui est dehors ne s'est pas trompé sur ce qui est dedans. Je sais, en fait, et c'est ça en fait que j'essaie de... C'est ténu hein, ce que j'essaie de faire passer là. C'est ténu parce qu'en fait on le fait tout le temps, que c'est du coup difficile de se rendre compte qu'on le fait. C'est ce que j'aimerais te faire passer là. Je comprends que en modifiant ma réception à ce que je perçois de moi-même, je change la manifestation de ce que je suis. Je parviens à déjouer les situations matérielles en comprenant que c'est moi et en riant de me voir. J'arrive à déjouer la situation lorsque je prends conscience que je peux sauter de dimension en dimension et que dans la part juste à côté, ce qui vient d'arriver n'est pas arrivé. Dans la part d'à côté, ce qui vient d'arriver disparaît. Dans la dimension d'à côté, ce qui vient d'arriver et qui est là juste pour me dire voilà qui tu es, n'a plus besoin de se manifester, car j'ai dit je suis d'accord pour être ça. L'événement qui se produit devant moi est un événement qui se produit parce que Franck veut dire à Franck regarde qui tu es. Et lorsque Franck dit ah, oh, d'accord, je reconnais que c'est moi. La forme n'a plus besoin d'être entretenue. Car la forme, c'est toujours ce que je ne suis pas qui prend forme dehors. La question de base, c'était comment on est créateur. Quelque part, c'était ça. Oui. Tu t'es parlé du secret, etc. Oui. Et donc là, tu es en train de dire finalement comment on peut changer en sautant de dimension, Oui. en acceptant de Oui, voir. c'est-à-dire que tu as posé la question de comment on est créateur, et ça, je vire parce que je dis en fait, si on veut savoir, c'est pour gagner sur la vie. Il y a un chapitre là-dessus. Et ensuite, si tu veux, il y a une deuxième étape, mais qui est primordiale. Et ça, j'ai envie, juste pour découvrir ce qui va sortir dans la discussion, non, parce que je vais découvrir au fur et à mesure ce que je vais dire. Et c'est ça que j'aime bien. C'est que tu as d'un côté
tout ce que je vois dehors, c'est moi mis en forme, mais en fait, c'est tout ce que je suis en déni d'être que je rencontre dehors. C'est tout ce que je ne sais pas encore que je suis qui est dehors. D'accord? Et c'est là qu'il y a une dichotomie pour les gens. Parce qu'ils ne comprennent pas que tout ce qui est dehors, c'est eux, parce que tout ce qui est dehors ne leur ressemble pas. Tu vois? Et c'est justement parce que c'est tout ce qui est dehors, c'est tout ce qui n'est pas encore compris comme étant dedans. Parce qu'une fois que c'est compris que c'est dedans, ça n'est plus dehors. Tu vois le truc? Ok. Alors là, on aborde une contradiction importante. Parce que je viens de dire que tout ce que l'on rencontre à l'extérieur, en fait, c'était la forme manifestée de l'énergie que j'entretiens à l'intérieur. Mais il y a un petit paradoxe, puisque la vie est faite que de polarité et de paradoxes. C'est que ce que je rencontre à l'extérieur, dans ma matière, c'est la manifestation de l'énergie que j'entretiens à l'intérieur, mais qui est, si tu veux, encore en déni de moi. Inconscient. C'est ça. C'est-à-dire que ce que je rencontre dans la vie, c'est tout ce que je suis, mais que je ne sais pas encore que je suis. Et c'est là la nuance. C'est pour ça, en fait, que c'est un dialogue avec la vie, dans la mesure où, en fait, ce que je vais rencontrer dans ma matière, et je parle donc de tout ce qui arrive dans ma vie, c'est un dialogue entre moi et moi. C'est la vie qui me dit, regarde qui tu es, mais que tu ne sais pas encore que tu es. Lorsque je vais regarder la vie comme étant la forme de ce que je suis inconsciemment, je vais pouvoir redevenir ce que je suis. Et c'est là, en fait, que le jeu est intéressant. C'est là que je dis que, finalement, ça répond à la question du qui suis-je. Donc, je vais regarder ce que je suis à l'extérieur. Et dès lors que je vais accepter de l'être, dans le sens de reconnaître que je suis ça, et reconnaître que je suis ça, si tu veux, c'est pas une posture intellectuelle, c'est lorsque je me vois agir comme ce que je vois au dehors. Si j'imagine que je rencontre la bêtise à l'extérieur, je vais rencontrer la bêtise une fois, deux fois, trois fois, je peux même parfois me sentir envahi par la bêtise du monde. En fait, c'est la forme manifestée d'une énergie que j'entretiens à l'intérieur, mais que je ne sais pas encore être, que je ne reconnais pas encore comme étant moi. Lorsque je vais me voir agir avec bêtise, quand je vais me voir être con, et que je vais rire, sourire, me prendre tel que je suis, cette forme n'aura plus besoin d'être entretenue dans la matière que je rencontre, puisqu'elle sera redevenue moi. Et ce qui va continuer de se présenter, c'est tout ce que je ne sais pas encore que je suis. Et c'est là que la danse est intéressante. C'est là que ça devient vraiment marrant. C'est que d'un seul coup, en fait, les formes entretenues dans ma matière, qu'elles soient donc la façon dont je gagne ma vie, qui je rencontre, les événements, accidents, maladies, tout ce que je peux rencontrer dans ma vie, c'est simplement le dialogue que j'ai entre moi et moi, et je n'ai qu'à finalement redevenir mon extérieur. Lorsque ça redevient intérieur, ce que je vais manifester à l'extérieur sera à nouveau différent. C'est une nouvelle part de moi qui va entrer en relation avec moi. En fait, j'aimerais arriver à faire passer les choses comme ça. Imaginons en fait que nous sommes comme part d'une gigantesque équation. J'imagine que j'ai mon être qui préside à la totalité de cette équation. Que pour les besoins de cette gigantesque équation, je suis un être multi-émanation. Ce que je suis maintenant et ce que je suis dans tous les espaces-temps. Qui j'étais il y a 5 minutes, qui j'étais quand j'étais enfant, qui je serai dans 5 minutes, qui je serai lorsque je serai vieux, mais également les vies simultanées, qu'on pouvait appeler les vies antérieures lorsqu'on regardait les choses depuis le point de vue linéaire, ou simultanées si on les regarde depuis le point de vue de l'immédiateté. Je suis donc part d'une gigantesque équation, et mon boulot en tant qu'humain, mes prérogatives, n'est pas de tenir cette équation, de la comprendre et de la manager. Ce n'est pas à moi de gérer ça, Dieu merci, parce que je suis bien incapable de faire face à l'immensité de l'écheveau. Et ma part à moi, ça va être simplement d'incarner l'inconnu de cette gigantesque équation dont je suis conscient aujourd'hui. Je suis donc une inconnue d'une équation magnifique. Et cet inconnu, en fait, je vais à sa rencontre lorsque je vais à la rencontre du monde. En vivant ma vie, je suis à la rencontre de l'inconnu que je suis. En le redevenant, en me voyant agir, en me voyant être ce que je perçois, je fais
en sorte que l'inconnu redevienne connu, et un nouvel inconnu se présente dans ma vie. Ça demande une grande part j'allais dire, d'humilité, c'est-à-dire que là, tu parles de l'aspect miroir, et en même temps, tu mentionnes dans le livre, sous une autre forme, ce que tu viens de nous dire, à savoir que de toute façon, la part de nous qui est là-haut, si on peut dire ça comme ça, préside au chemin, et c'est à l'être humain que nous sommes, finalement, qui peut choisir la manière qu'il a d'accueillir. Et encore, choisir, je ne sais même pas s'il a vraiment le choix. Ce qui se présente et de le reconnaître, c'est dire bon, ok, ça me fait mal, je pleure, je crie, de la colère. J'aimerais pouvoir aborder ça peut-être un peu plus en détail, Franck. Il y a des personnes, et je vais parler de moi peut-être plutôt. Tu peux pas parler d'autres personnes. Oui, de toute façon, mais là pour le coup, ciblé sur moi. Je vis une colère. Y a-t-il différentes manières de vivre cette colère? À savoir, tu parles d'être quelque part conscient de vivre cette colère, de se voir agir. Alors, qu'est-ce que ça implique? Y a-t-il une différence entre pas se poser de questions, il y a de la colère qui passe, qui me traverse, je vis la colère, ou alors de vivre cette colère en regardant qu'elle se manifeste, elle est là, elle est présente, et quand on dit regarder la manifestation de cette colère à travers moi, est-ce que ça change fondamentalement quelque chose au fait qu'il y a un truc qui ne me plaît pas, il y a de la colère qui est suscitée, et puis pouf, ça sort? En fait, tu peux être en colère après les mêmes choses pendant des années et des années. Moi, ma première tentative, ça a été d'aller vers l'éveil pour m'extirper de la douleur des émotions générées par la vie. J'ai remarqué que je pouvais me mettre dans un état d'être où cette colère était quelque chose que je pouvais regarder comme passer et se dissiper. Mais je dois avouer en fait qu'elle restait comme active sur un plan sous-jacent. C'est-à-dire que j'allais la rencontrer de nouveau. C'est-à-dire que je continuais d'être aux prises avec ce qui avait généré cette colère et je devais régulièrement regarder passer ce sentiment-là. En fait, je voyais que j'étais capable de m'extirper du phénomène émotionnel, mais je ne pouvais pas m'extirper de la génération de l'émotion. Je continuais de la générer, mais je pouvais m'extirper en fait de sa manifestation. Elle continuait d'apparaître dans ma vie, la cause de la colère, mais moi j'arrivais, si tu veux, à me mettre à distance de cette colère. Ça, c'est pas du déni, ça? En fait, c'est un phénomène qui m'a saoulé, parce que tu te retrouves finalement tout le temps aux prises avec les mêmes choses. Ça crée une espèce de récurrence qui est fatigante. J'aborde les choses complètement autrement maintenant. Je vais voir en fait plus précisément. Tu dis ça demande de l'humilité, c'est marrant parce que ça commence par un H. J'aime bien les formules, tu sais, les 3 F, les 3 C, les 3 machins, et je m'étais dit, je vais faire ça avec les H. Parce que j'ai remarqué que le vrai outil qui m'a permis de bouger, c'est l'honnêteté et l'humour. Donc j'avais ajouté le hashish. Honnêteté, humour et hashish, je me suis dit, bon, avec ça, je devrais y arriver. Malheureusement, j'ai arrêté le H. Donc, on va peut-être pouvoir ajouter humilité, mais sachant que l'humilité et l'orgueil étaient les deux faces de la même pièce, et que l'orgueil écrit avec un H, ça marche pas, je vais abandonner ma belle formule, mais c'est quand même ma réponse. L'honnêteté et l'humour te permettent d'aller voir, en fait, quel est le vrai sujet de ta colère en dessous. C'est très simple. Tu regardes ce qui te met en colère. Bon, moi, c'était assez facile. Ce qui me mettait en colère, c'était l'impudence des puissants de ce monde à nous piétiner, à nous marcher sur la tête et à nous spolier, par exemple. C'était un sujet pour moi. J'ai simplement, avec honnêteté, été regarder en fait que ce qui m'énervait chez eux, c'était le pouvoir qu'ils avaient. Et avec humour, j'ai pu aller comprendre qu'en fait, c'était mon désir de pouvoir qui était en miroir. Et c'est lorsque j'ai accepté de regarder comment j'agissais dans la vie comme étant quelqu'un qui désirait prendre pouvoir, à travers ma façon d'aimer, à travers ma façon d'être conscient, à travers ma façon de vouloir tendre la main aux autres, qui en fait était autant de prises de pouvoir déguisées. Et lorsque j'ai vu en fait que c'était moi, l'homme imbu de pouvoir qui souhaitait absolument dominer le monde, la colère est
devenu intérieur, c'est-à-dire que j'ai vu en fait que c'était moi le sujet. J'ai reconnu, car je me suis vu agir comme tel, que cette colère en fait était juste l'annonce de la peur que j'avais d'être ce que je percevais. Et lorsque je l'ai perçu, je ne suis plus en colère avec ça. Ça n'apparaît plus dans mon monde. C'est sorti de ma sphère de réalité. Notamment le pouvoir, ton rapport au pouvoir a changé puisque tu le voyais. Bien sûr. C'est-à-dire que d'un seul coup, j'ai compris que j'étais un être qui aimait le pouvoir, qui était imbu de pouvoir, qui désirait faire cette expérience du pouvoir. Et c'est là, en fait, que d'un seul coup, c'est devenu, cette forme extérieure est redevenue connue. Elle était inconnue, elle me mettait en colère. Elle est redevenue connue. J'ai mis de l'honnêteté et de l'humour sur mon système. Et c'est redevenu un truc qu'à Franck, c'est à moi. Je suis un type qui aime le pouvoir. Et d'un seul coup, c'est sorti de la manifestation. J'ai rencontré de nouvelles aspects de mon inconnu à l'extérieur de moi. Alors, est-ce que ta manière d'exercer le pouvoir a changé ? En fait, bien sûr, parce qu'en plus, ma façon d'exercer le pouvoir est devenue consciente. C'est-à-dire qu'avant, je ne parlais que d'humilité, de fraternité, en dissimulant mon désir de vaincre et mon désir d'être plus grand que les autres. Maintenant, c'est conscient. Ce désir d'être plus grand que les autres et ce désir de vaincre, étant devenu conscient, il ne s'agite plus en perversion, c'est-à-dire de façon sous-jacente. Il est devenu clair. Du coup, en fait, il n'est plus insidieux. C'est quelque chose de connu chez moi et il redevient quelque chose de polarisé. Je suis un type qui adore le pouvoir et qui en même temps n'a pas besoin de l'exercer. C'est à moi. Tu vois, c'est devenu sain, si tu veux, c'est devenu propre. Voilà. Il y a quelque chose qui pourrait paraître difficile, c'est de voir justement ces parts inconscientes ou celles qu'on met en déni. C'est-à-dire que dans le livre, tu mentionnes... quand il nous arrive quelque chose dans la vie, on devrait dire « Ah, pourquoi moi ?» Donc, genre, je suis la victime et c'est la faute des autres. Mais de se poser la question « Pourquoi est-ce que j'ai créé cela ?» Ouais, c'est vrai que je formule ça, on devrait se demander pourquoi j'ai désiré ça. Ah, plus exactement. Ouais, je trouve que c'est un bon raccourci plutôt que de taper du pied comme un gros bébé qui n'est pas content, que la vie lui envoie quelque chose qui ne lui correspond pas. Quand on voit justement la perfection de la capacité d'un chou de se reproduire, se mettre à penser que la vie se trompe à notre sujet, c'est encore l'immense orgueil et prétention de l'humain. La vie ne se trompe pas à notre sujet. Quand quelque chose se manifeste dans ma vie, je ne me dis pas que la vie s'est trompée. Je dis que oui, d'accord, ok, ça fait chier, soit, mais c'est quand même moi que je suis en train de contempler. Alors attention, toujours cette petite... ce petit paradoxe, c'est moi qui est en train de se présenter, mais c'est moi dans ma version non consciente. C'est moi en déni. Je marche dans moi en déni. Tout ce que je perçois, c'est tout ce que je ne suis pas encore redevenu. Et c'est ça le jeu magnifique de la vie. Lorsque je serai redevenu tout ce que je perçois, je serai redevenu la totalité. C'est ça en fait le véritable chemin d'ascension dont on entendait parler. C'est ça l'ascension, c'est-à-dire le phénomène de redevenir le tout. Jusqu'alors, pour moi, redevenir le tout, c'était la tentative de redevenir le divin. J'avais compris que le divin était tout. Je m'étais dit, si je redeviens divin, je redeviens tout. Mais j'avais oublié que le divin, il est partout. Le divin, il est dans le con que je contemple. Il est dans celui qui invente les OGM et qui les met en place. Le divin est l'OGM. Donc en fait, si je veux redevenir ça, si je veux devenir le tout, je dois, évidemment, c'est d'une logique implacable, de l'honnêteté et de l'humour suffisait pour comprendre le système, je dois accepter que ce que je perçois, c'est moi en déni. Le redevenant en acceptant d'agir comme je vois au dehors, ça redevient connu et ça n'a plus besoin de se manifester pour me faire prendre conscience de ce que je suis. Ok, cela étant dit, je vais... tu donnes cet exemple où tu pars au Québec, où tu vas faire une émission de radio, sachant que tu organises un stage peu de temps après, et que les Québécois se disent « bah non, hein, si t'es pas connu, et puis ça se prépare des mois ou des semaines à l'avance, t'auras personne, etc. » Et puis, tu précises bien que tu sens qu'il y a cette résonance, cet alignement dans toutes les parties de toi, et si, ça va se faire. Et de surcroît, concrètement, dans les actes, les faits, tu bouges ton cul, et tu fais en sorte de réaliser le truc, et ça marche. Il y a du monde, etc.
Donc il faut comprendre que ça bluffe pas mal de monde. Mais ce qui est super intéressant, c'est que tu sens qu'il y a cet alignement dans toutes les parties de toi et que, ouais, ok, c'est ouvert, tu peux le faire. Moi, en tant qu'être humain, j'arrive plus ou moins à sentir quand je souhaite quelque chose, je souhaite le réaliser. Et puis c'est comme si une part de moi qui... Non, ah, tu peux déplacer toute l'énergie que tu veux, non, ça passera pas. Alors je le fais, je constate effectivement, bah non, ça passe pas. Et puis il y a des fois où je sens que c'est ouvert, je le sens. Avant même de poser les actes, je sens que si je le fais, ça va le faire. Au regard du déni en question, quand je vois que ça bute, je me dis, ok, si ça bute, c'est qu'il y a quelque chose que je veux pas voir. Mais putain, j'ai beau savoir, parce qu'on ne peut pas connaître, que la matière me parle que de moi, de voir ce qui se présente, de voir mon attitude par rapport à ça, il y a cette part de déni qui des fois, me chape. C'est comme quelqu'un qui me dit quelque chose, j'ai ma compagne qui me dit des choses, ça rentre, ça sort, je le percute pas, et puis il va falloir X temps avant que peut-être petit à petit les épluchures de l'oignon tombent et dire ah ouais, putain, mais comment j'ai fait pour pas le voir? Ou alors le grand accident qui va nous faire basculer d'une dimension à une autre avec un saut assez conséquent, et là c'est la grosse claque dans la figure, là ah putain, on voit. Donc tout ça pour dire, est-ce que tu as trouvé un moyen de pouvoir ne pas être en déni, de voir notre matière et de dire mais putain, qu'est-ce que je suis en train de me dire moi-même? Qu'est-ce que ça me montre de moi? Qu'est-ce que je ne veux pas entendre? Quels sont les avantages, les bénéfices secondaires à être dans le déni? Qu'est-ce que ça me fait de moi à me positionner soit en victime, soit en bourreau ou en sauveur, enfin bref, que sais-je? En fait, la confusion, elle se fait sur le faire et l'être. Ce qui est sympathique dans le jeu qui se passe donc, dans cette sphère de vie sur laquelle nous sommes incarnés, c'est qu'on a la totale capacité de faire tout ce qu'on veut. C'est une totale liberté. On fait tout ce qu'on veut. En conscience ou pas? Oui. Ouais. On fait tout ce qu'on veut. Toutes les expériences sont possibles et, j'ai envie de dire, légales d'un point de vue divin. On a droit à tout. Lorsque les choses se sont passées comme ça s'est passé au Québec pour moi, c'est lorsque je sais que ce que je vais faire n'entrave en rien ce que j'ai besoin de reconnaître d'être. Ce que je vais faire n'entrave en rien ce que j'ai besoin de reconnaître que je suis déjà. C'est-à-dire que lorsque ça bloque dans le faire, c'est lorsque il y a quelque chose que je suis que je ne veux pas reconnaître. En fait, faire et être sont deux notions complètement différentes. Tu peux faire tout ce que tu veux. Mais si par contre ce que tu vas faire t'empêche de reconnaître quelque chose que tu es, ça va bloquer. T'as compris ce que je viens de dire? Oui. Si en fait ce que tu essayes de faire t'empêche de reconnaître quelque chose que tu es, ça coince parce qu'en fait, la seule chose qui intéresse ton être et toi au plus profond, c'est de te reconnaître. On est venu en fait se connaître. C'est le seul but de notre incarnation, c'est d'être nous. Donc du moment que ce que je suis est reconnu, accepté, que je le regarde, que je joue avec ça, tout ce que je fais là-dessus, il n'y a aucun problème. Ça passe tout seul. Il n'y a aucun frein à ça. Il n'y a pas une énergie dans l'univers qui te veuille te mettre des bâtons dans les roues quant à ce que tu vas faire. Si tu ressens des bâtons dans les roues, c'est parce que derrière ce que tu souhaites faire, il y a un état d'être que tu refuses de reconnaître. Comment faire pour le voir? Parce que j'entends. Avec de l'honnêteté et de l'humour. Tu vas t'apercevoir en regardant, tu vas dire voilà, moi ce que j'essaye de faire, c'est ça. Et tu vas voir en fait quel est l'état d'être que tu es en train d'essayer de contacter à travers ce que tu fais. Et tu vas t'apercevoir en fait que tu essayes de faire ça parce que tu as envie de te sentir puissant. Et là, tu vas comprendre en fait que donc le sujet n'est pas faire ton action, mais reconnaître ton impuissance. Là, tu vas voir et pouvoir reconnaître, grâce à ta matière et grâce à ce qui se présente, que tu as besoin de reconnaître que tu es un gars qui a un désir de puissance, chose qui est la plupart du temps en déni dans les cercles spirituels, puisque c'est malvenu de vouloir dominer les autres, et que la puissance est vécue comme quelque chose d'opposé à l'impuissance des autres. Donc déjà reconnaître que j'ai le désir d'être puissant, puis reconnaître ensuite dans ma matière à quel point je suis impuissant. Je crois que je peux faire jouir ma femme, alors qu'en fait elle ne jouit que si elle s'abandonne. Je crois que je peux m'en sortir, alors que je suis assujetti à la grande loterie de la vie, alors que je n'y comprends rien. Je suis en déni de mon impuissance. C'est lorsque je regarde le véritable sujet sous-jacent, qui est
où est l'état d'être dans tout ça, que là je redeviens acteur dans la situation. Donc l'idée dans tout ça, c'était peut-être de reconnaître ta totale impuissance à sauver le monde, à vaincre le monde, à faire jouir les gens, faire prendre conscience les gens, etc., etc. Donc on est, si tu veux, dès qu'on part sur le faire, on s'écarte en fait du véritable jeu, qui est un jeu de reconnaissance. En dessous de ton désir de faire, il y avait un désir d'être, et c'est là que ça coinçait. C'est jamais dans l'action, c'est dans l'état d'être sous-jacent. C'est là le point d'impact, et c'est là l'action. Et l'action donc n'est pas quelque chose que tu vas faire à l'extérieur, mais quelque chose que tu vas faire à l'intérieur, en reconnaissant quelque chose que tu ne voulais pas reconnaître en toi. Alors si ça peut paraître des fois pénible, toujours peut-être dans ce rapport à vouloir... Juste, excuse-moi, pour finir en fait sur l'exemple que tu donnais par rapport au Québec, ce qui bougeait chez moi réellement, c'est que j'étais peut-être pour la première fois de ma vie en train de reconnaître à quel point je voulais avoir du monde, à quel point je voulais avoir du monde dans mon stage, à quel point j'avais besoin de la reconnaissance, à quel point j'avais besoin de me sentir essentiel pour les autres. Et j'avais aussi besoin de reconnaître la haute opinion que j'avais de moi-même. Chose qui avait toujours été en déni aussi. En fait, ce qui a bougé au Québec, c'est que d'un seul coup, j'ai été d'accord pour me dire « mais j'adore être moi et je me la pète ». Et c'est là, en fait, que j'ai senti quelque chose s'aligner, quelque chose qui disait en moi « ah ah, ça y est là, t'es en train de percuter, que t'adores ça, gros ». Tu vois? Et c'est là que j'ai senti que ça s'alignait réellement. C'est ça, en fait, qui a sonné juste d'un seul coup. C'est que jusqu'alors, je croyais que j'allais obtenir les choses comme une récompense de la vie par ma bonne attitude de bon curé bien pensant. Et c'est là que ça ne fonctionnait pas. Mais lorsque je me suis débarrassé de « je vais bien agir » et un espèce d'être, un barbu sur un nuage, je ne sais pas quelle expérience, enfin truc de la vie, allait me récompenser pour ma bonne attitude, ce qui était un fourvoiement mais total, ça a été de me débarrasser de cette image de quelqu'un va me récompenser, mais je prends ce qui est à moi en reconnaissant mon désir d'être reconnu, mon désir de pouvoir, mon désir de succès. Et c'est ça qui a bougé. Tu vois la différence? Et jusqu'alors, je n'avais jamais été prêt à reconnaître ça. Parce que ça allait à l'encontre de ce que je prêchais. Moi, le bien-pensant, nous sommes tous frères, nous sommes tous unis. Et ce que tu dis là, l'un n'enlève pas l'autre. Absolument pas. Absolument pas. Et c'est ça d'évoluer dans ce monde paradoxal, finalement. Et de voir ces différentes parties. C'est ce qui est effectivement, à mon sens, le plus dur à comprendre, que notre monde n'est que la parfaite représentation de nos croyances et de ce que l'on croit, et on aura toujours trouvé la justification. Au même titre que... Bon, attention, parce que lorsqu'on dit ce que l'on croit, immédiatement, en fait, ça fait référence à ce dont on a déjà conscience. C'est-à-dire que si on commence à penser que le monde est la forme de ce que je crois, il y a quelque chose qu'on ne va pas arriver à comprendre. C'est pas la forme de ce que je crois, c'est la forme de ce que je suis. De façon inconsciente, c'est-à-dire en déni. Oui, et puis en même temps pas que, puisque tu parles de l'exemple du Québec, là il y avait la conscience qui était présente. Tu as créé ta réalité, l'extérieur était la parfaite reconnaissance consciente de ce que tu souhaitais intérieurement. J'ai, depuis que je suis né, et toi, tu as depuis que tu es né, de ton premier souffle au dernier, créé chaque milliseconde de ton expérience. Donc je n'ai rien créé au Québec, puisque je n'ai fait que créer depuis que je suis né. Oublions cette notion de création, nous ne savons pas faire autrement que créer. Donc en parler nous fait croire qu'à certains autres moments, nous ne créons pas. Depuis qu'on a inventé l'humain crée, on a inventé l'humain ne crée pas. Depuis qu'on a inventé l'humain crée, on a inventé les zones où nous sommes victimes. Mais après, il y a cette part consciente et inconsciente, c'est ça que je suis en train de dire. C'est ça, attention à la nuance, c'est hyper important. Parce que ça nous engage en fait sur la voie de la victime et du bourreau. Ouais. Donc ce qui s'est passé au Québec, ça n'est pas en fait que j'ai manipulé la vie. Rien à voir. Non, je n'ai pas manipulé la vie. J'ai osé me reconnaître dans des parts qui jusqu'alors voulaient rester dans l'ombre car ça déjouait mon système d'homme valeureux qui allait être récompensé par la vie. La peur d'échouer a été tellement forte que je me suis débarrassé de l'idée d'une récompense. Et j'ai agi en reconnaissant en fait que j'allais pouvoir obtenir ce que je voulais parce que j'étais d'accord pour reconnaître que j'étais cet homme-là. Tu parles de reconnaître et en même temps ça me fait penser à la reconnaissance. Tu mentionnes cette idée dans le livre, l'importance de la gratitude.
Je parle de donc reconnaître, reconnaissance, merci, le merci, le fameux merci. Tu peux nous en donner à développer l'importance de cette reconnaissance? J'ai de la gratitude pour l'impeccabilité de la vie, c'est-à-dire comment elle continuera de me représenter ce que je suis jusqu'à ce qu'enfin je me connaisse. J'ai de la gratitude en fait dans le mécanisme qui fait qu'il n'y a pas d'échappatoire. J'ai de la gratitude dans la puissance du mécanisme qui fait que la réponse parfaite à ce que je suis prend toujours forme au millimètre. J'ai de la gratitude dans le fait qu'il n'y ait jamais d'erreur possible quant à la réponse parfaite que me renvoie la vie de ce que je suis. J'ai de la gratitude pour ça. Mais je crois que ce à quoi tu fais référence dans le livre, c'est... je ne l'ai pas relu, alors c'est un peu compliqué, mais je crois que je parle du moment où je parle d'ordonner la vie. C'est-à-dire que je crois qu'on est sur une sphère de probabilité, une sphère de possibilité, qui est comme une offre, une créance, une disponibilité énergétique que nous offre le principe, nous permettant de jouer à l'intérieur de ce principe à ce que l'on veut. Et je crois que la meilleure réponse de gratitude qu'on puisse vis-à-vis de ce principe omniscient, c'est de se mettre à jouer au jeu qu'on nous propose. Et jouer au jeu qu'on nous propose, ça n'est plus de supplier la vie de m'apporter des cadeaux en regard de ma bonne attitude de bon saint, parce que cette bonne attitude, c'est une croisade. Plus moi je vais prêcher la paix, plus je vais devoir manifester la guerre pour être celui qui est en paix. Plus je vais parler de mon besoin d'une planète pleine d'amour, plus je vais avoir besoin de l'existence de la haine pour être la grande gueule qui va parler d'amour. Et si à un moment donné j'accepte de me débarrasser de ce système de récompense et de bons points de la vie, en arrêtant d'avoir de la gratitude pour être remercié en retour dans un espèce de business de sentiments plutôt nauséabond, je crois que la bonne attitude de gratitude, c'est de me débarrasser de ça et d'ordonner la vie, c'est-à-dire de me remettre à jouer à la vie. Tu dis on ordonne à la matière en ordonnant, en concentrant notre désir, en focalisant toute notre intention et son attention pour avoir l'obtention. Oui, effectivement, j'aime cette équation. Je me rends compte que l'attention et l'intention égale obtention. Cela dit, ne nous prenons pas les pieds dans le tapis de la création comme je l'ai vu tout à l'heure. Si le but c'est de créer des objets qui vont nous empêcher de ressentir l'émotion que l'on a de se rencontrer à travers la vie, on va échouer forcément dans ce système-là. Attention et intention vont obtenir l'obtention non pas d'objets paravents contre la vie, mais à obtenir l'état d'être de paix que je peux rencontrer lorsque je n'ai plus peur d'être démasqué. La paix vient du fait de ne pas être démasqué. La paix vient du fait de ne plus avoir peur de se rencontrer. Lorsque pendant des années, j'essaye d'être la bonne personne, je suis assujetti à la peur d'être démasqué, que l'on voit mes méandres intérieurs, que l'on voit mes douleurs, que l'on voit mes perversions, que l'on voit mes blessures, que l'on voit ma fragilité. Et on obtient notre personnage avec force, avec une intensité qui nous coûte énormément en énergie, et la peur d'être démasqué ne nous laisse jamais en paix. Alors on cherche à créer des objets qui vont être des paravents pour que personne jamais puisse venir nous débusquer dans notre tendreté d'humain, là où vraiment nous avons mal. Lorsque on utilise l'attention et l'intention pour se reconnaître, on finit par être dans une telle danse avec la vie que reconnaître le merveilleux en soi ou reconnaître le facho en soi est sur un pied d'égalité. C'est la même joie d'aller à la rencontre de soi. Et d'un seul coup, je n'ai plus peur de toi. D'un seul coup, je n'ai pas peur de ce qu'on va me dire au coin de la rue. D'un seul coup, je n'ai pas peur de la critique. Car ce que je suis, en fait, je suis d'accord pour l'être. Et c'est ça qui va m'apporter la paix. La paix ne vient pas des paravents qu'on va obtenir avec notre pouvoir de création. La paix va venir d'accepter, d'être vu, de se reconnaître et d'entrer dans cette danse avec la vie. La paix, qui est en fait l'obtention. L'obtention, ce qu'on cherche à obtenir là sur cette planète, c'est ce sentiment de paix. Pas la paix qu'on oppose à la guerre, la paix en fait de vivre sa vie.
Et cette paix-là, elle vient de lorsque je n'ai plus peur d'être démasqué, c'est-à-dire lorsque je n'ai plus peur d'aller à la rencontre de moi. Donc je vais utiliser mon intention et mon attention pour me voir agir, pour voir ce qui me dérange à l'extérieur, pour voir ce qui crée des frictions dans mon système, et ainsi pouvoir réintégrer la part de Franck qui était en déni. La redevenant, je la désamorce. Redevenant Franck, je désamorce des parts de Franck que je ne voulais pas rencontrer et qui me faisaient souffrir d'être. Lorsque je vais à la rencontre de Franck dans ce système-là, je désamorce les petites bombes qui sont placées sur mon chemin et qui sont des bombes tant que j'ai peur d'éclater à mon propre visage. Lorsque je n'ai plus peur de ça parce que j'ai compris que derrière le facho, il y avait le hippie, que derrière le radin, il y avait le généreux, que derrière le condescendant, il y avait le compassionnel. Lorsque j'ai compris cette danse-là, d'un seul coup, je retrouve vraiment un sentiment de paix. Et c'est pas la paix de la plénitude, c'est la paix de la peinardise, la tranquillité, vivre sa vie, vivre sa vie. Voilà, j'avais très envie de partager cet extrait parce que peu importe, je dirais qu'on soit d'accord, pas d'accord, etc. C'est un point de vue intéressant. Et c'est quelque chose qui peut-être peut, si vous avez écouté jusqu'au bout en tout cas, c'est quelque part il y a une part de curiosité en vous et ça peut peut-être faire mouche un jour ou l'autre pour vous de voir, peut-être regarder les choses sous un autre angle et aborder la vie avec un autre regard qui peut changer peut-être quelque chose ou pas. En tout cas, j'avais super envie de vous le partager et comme il le dit très bien dans la vidéo, j'aime bien l'idée de partir finalement de faire les choses parce que ça parle de nous, parce que ça nous fait vibrer, parce que finalement c'est là pour nous, donc on y va, on partage. Moi j'aime bien cette idée-là de faire les choses finalement parce que moi ça me fait sens pour moi et ça me fait joie de vous partager cet extrait. Je ne sais pas ce que ça fera pour vous, mais en tout cas pour moi ça m'aide à voir le monde avec un regard autre qu'un regard de victime ou un regard de rébellion stérile. Ça m'aide finalement à poser des choses peut-être un peu plus en mode responsabilisation, du moins quand je me remets dans cette optique de voir les choses avec ce regard-là. Voilà, donc je suis très contente de vous l'avoir partagé et n'hésitez pas à commenter si quelque chose vous intéresse en termes de partage. Voilà, merci beaucoup et à bientôt. Ciao.